L'Algérie abritera bientôt un sommet sur la Libye. Il réunira les présidents tunisiens, égyptiens et algériens. L'Équateur est toujours dans l'attente des résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Il devrait être rendu public jeudi prochain. Enfin, l'invitation de Donald Trump à effectuer cette année une visite d'État en Grande-Bretagne suscite des débats au Parlement. Préoccupés par l'insécurité à leur frontière avec la Libye, devenu un pays de transit à la fois pour des groupes djihadistes, pour des trafiquants d'armes et pour de nombreux migrants souhaitant rejoindre l'Europe, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte ont décidé ce lundi de la tenue prochaine d'un sommet. Ce sommet tripartite, dont la date n'est pas encore connue, vise à discuter des moyens de mettre fin à la crise en Libye, 6 ans après le début de la révolte dans ce pays. Les 3 pays continueront leurs efforts coordonnés entre eux au niveau ministériel et avec les différentes parties politiques libyennes afin de lever les obstacles existants. Les résultats des réunions ministérielles seront présentés à son Excellence le président Béji Caïd Essebsi, son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika et son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi en prélude à un sommet tripartite dans la capitale algérienne. Nous sommes pour un dialogue libyen loin de toute pression ou de toute intervention. Notre mission désormais est de faciliter le dialogue entre les forces libyennes. L'instabilité de la Libye et l'existence de groupes terroristes et de crimes organisés constituent un danger pour la sécurité de nos pays. La Libye est plongée dans une situation politique, sécuritaire et économique chaotique depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi à la suite d'une révolte populaire ayant débuté le 17 février 2011. L'élection présidentielle en Équateur passée, les résultats définitifs du premier tour sont prévus jeudi. Le socialiste Lénin Moreno est en ballottage face au conservateur Guillermo Lasso, d'après le président du Conseil national électoral. Il a appelé les citoyens à attendre les résultats officiels dans une ambiance de paix. Nous avons lancé un appel aux candidats et ce sera à eux de décider s'ils y assistent ou s'ils envoient un délégué parce qu'il s'agit d'une réunion technique qui nous permettra d'assurer la transparence du processus, nous permettant d'établir la marche à suivre et cela doit se faire immédiatement. Des anomalies de registre et les façons de gérer les bulletins de vote arrivés en retard ainsi que la façon de présenter les résultats préliminaires. Pour l'emporter au premier tour, Lénin Moreno doit totaliser au moins 40% des voix avec 10 points d'avance sur le leader de l'opposition de droite Guillermo Lasso. L'attente des résultats suscite l'impatience en Équateur, le candidat du parti au pouvoir tablant sur sa possible victoire dès le premier tour, alors que son principal adversaire de droite espérait un second tour pouvant lui permettre de succéder au président sortant Rafael Correa. Il ne peut être mauvais perdant. Nous sommes ici tout en sachant que les résultats partiels pourraient nous donner une victoire dès le premier tour, mais nous attendons de manière démocratique et pacifique les résultats du Conseil national électoral. De forma democrática y pacífica, los resultados del Consejo Nacional Electoral. Quelques 12 millions d'Équatoriens devaient voter dimanche sous peine d'amende pour élire le successeur du chef de l'État sortant ainsi que le vice-président, 137 députés et 5 représentants au Parlement andin. L'archevêque de Kinshasa déplore la turpitude de la classe politique congolaise face à l'absence de progrès pour sortir la République démocratique du Congo de la crise et organiser rapidement
les élections. Il appartient aux hommes politiques de reconnaître avec humilité leur velléité politique et la turpitude de leurs choix nombrilistes qui conduisent à l'impasse ou au blocage des institutions, écrit le cardinal Laurent Mosengo dans un communiqué. Nous invitons instamment les uns et les autres à faire preuve de sagesse, de retenue, d'esprit démocratique pour résoudre la question relative à la désignation du Premier ministre pour décanter la crise qui risque de mettre en péril la tenue des élections prévues à la fin de cette année selon les accords de la Saint-Sylvestre. Poursuit-il, signé sous l'égide de l'épiscopat congolais, cet accord est censé sortir la RD Congo de la crise née du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila Kabange dont le mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Monseigneur Mosengo a par ailleurs dénoncé la profanation dimanche dans la capitale Kinshasa de l'église Saint-Dominique par des individus non identifiés qui ont notamment détérioré l'autel et des statues. L'église catholique a joué un rôle majeur dans l'ouverture démocratique pendant les dernières années de la dictature de Mobutu, renversée en 1997 par Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel président. Elle jouit d'une audience sur les questions politiques qui dépasse largement le cercle de ses fidèles qui représentent environ 40% des quelques 70 millions de Congolais. Alors que le commerce intra-africain reste encore peu développé, la libre circulation des personnes et des biens est un enjeu en Afrique. Avec l'accord de principe du Gabon et de la Guinée équatoriale, l'Afrique centrale a fait un petit pas vers la libre circulation des personnes. Selon le communiqué d'un récent sommet en Guinée équatoriale, les deux présidents, Ali Bongo du Gabon et Teodoro Obiang de la Guinée équatoriale, se sont engagés à appliquer la libre circulation intégrale au bénéfice de tous les ressortissants de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Cette mesure devrait profiter aux ressortissants des 4 autres pays de la CEMAC, que sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo et le Tchad, munis d'une pièce d'identité sécurisée. Une mission de la CEMAC se rendra par la suite dans l'ensemble des pays pour s'assurer de la mise en œuvre de cette décision. Lors d'un précédent sommet, le 23 décembre dernier à Yaoundé, les chefs d'État de la CEMAC avaient décidé en présence de la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, de conclure à brève échéance des négociations bilatérales avec le Fonds monétaire international après avoir anticipé le spectre d'une possible dévaluation du franc CFA. Les services ougandais de protection de la faune sauvage ont procédé dans la banlieue de Kampala à la saisie de plus d'1 tonne d'ivoire découpée en morceaux et enduit d'un produit chimique visant à empêcher sa détection par les chiens des services des douanes. Au cours de cette opération, 2 Bissau-Guinéens et 1 Libérien ont été arrêtés. Ils feraient partie d'un réseau de trafiquants impliquant des agents des douanes ou des employés de sociétés spécialisées dans les sports. L'ivoire saisi aurait été introduit en Ouganda depuis la Tanzanie ou la République démocratique du Congo pour être transféré via l'aéroport international d'Entebbe vers une destination inconnue. La Cour de cassation égyptienne a confirmé lundi 10 peines capitales prononcées en 2015 à l'encontre de supporters pour des émeutes ayant fait 74 morts dans un stade après un match de football en 2012 à Port Saïd. Un verdict définitif. Lors du procès de 2015, sur 72 accusés au total, 40 autres avaient écopé de peines allant de 1 à 15 années de prison. À la sortie de la cour lundi, une vingtaine de membres des familles des victimes ont exprimé leur joie après la décision de la cour en poussant des youyous et en scandant « Dieu est le plus grand » tout en brandissant des photos des victimes. Un premier procès en mars 2013 s'était soldé par 21 condamnations à mort. En février 2014, après une première cassation, un nouveau procès avait été ordonné. Puis en juin 2015, un tribunal égyptien avait confirmé 11 des condamnations à mort. Les juges avaient acquitté 21 des condamnés, dont 7 responsables de la police.
La visite d'État annoncée de Donald Trump au Royaume-Uni continue de susciter la polémique. Cette fois-ci, c'est le président de la Chambre des communes qui est monté au créneau pour s'opposer fermement à un éventuel discours du président américain devant les députés britanniques. Pour ce dernier, un tel discours n'est pas un droit automatique, mais un honneur qui se mérite. Un honneur que Donald Trump a foulé aux pieds en interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis des réfugiés et ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans. Et déjà, 163 députés britanniques ont signé une motion visant à empêcher tout discours de Donald Trump au Parlement. Par ailleurs, depuis l'annonce de cette visite controversée du président américain qui devrait avoir lieu cette année à l'invitation de la première ministre Theresa May, plus de 1,8 million de personnes ont signé une pétition en ligne réclamant son annulation pure et simple. Visite d'État du président américain en Grande-Bretagne. Des manifestants anti-Trump se sont rassemblés à Édimbourg et Glasgow pour exprimer leur opposition. Dans le même temps, les députés débattent du sujet au Parlement à la suite du dépôt d'une pétition. Cette dernière a été signée par plus de 1,8 million de personnes demandant au gouvernement d'annuler l'invitation lancée par Theresa May à Donald Trump. Il est raciste et il est très fier et je crois qu'il nous montre tout ce qu'il y a de pire à l'intérieur de lui. Il nous montre ses véritables sentiments et je pense que c'est aussi bien ainsi parce que le fait de le voir nous permet de mieux prévenir. Si tout était caché, on ne pourrait pas le savoir. We can prevent that. When it's hiding, no. America is very interested in Scotland. L'Amérique s'intéresse à l'Écosse parce que nous ne faisons pas partie de ceux qui croient tout ce qu'on leur raconte. Nous avons peut-être été brièvement crédules en permettant à Trump de construire son complexe, mais nous avons vite fait de réaliser qu'il allait faire avec nous ce qu'il a fait avec tout le monde. Il nous a promis des milliers d'emplois, mais nous en a donné qu'une centaine. Il a détruit l'environnement et il a placé des gens derrière des murs et des barrières qu'ils doivent maintenant payer de leur poche. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il n'appuierait pas la pétition et a souligné que l'invitation à Trump est toujours valable, mais le Parlement est allé de l'avant et a débattu de la question en raison de la popularité de la pétition.